Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez mené une vie de combat, ceux que la télévision a évoqués à travers vos 2000 reportages et d'autres plus personnels que vous racontez aujourd'hui dans un livre courageux, donc à votre image. Bonjour Marine Jacquemin. Bonjour Jacques. Alors, on vous connaît à travers la télévision et tous ces reportages depuis 30 ans, et vous y avez ajouté aujourd'hui un livre, Mes guerres, les confidences d'une grande reporter aux éditions de l'Observatoire, qui est un livre passionnant qu'on va évoquer justement, et qui va permettre d'évoquer votre parcours de femme de télévision, de femme de reporter de guerre, et ça on le fait dans les clés d'une vie à travers des dates. Et la première date que j'ai trouvée aujourd'hui, c'est pas une date de reporter de guerre, c'est votre première télé. Je crois que c'est le 4 avril 1981. Dans une émission qui s'appelle sur TF1 cette semaine, vous faites un reportage sur une grande exposition Pissarro et j'ai cru reconnaître votre voix. Et vous êtes au générique. Et c'est un reportage à Pontoise sur les impressionnistes. Vous en souvenez ? Bien sûr, oui, je me souviens très bien. Alors c'était une émission sur les coulisses de la télé, il me semble, exactement. Qui était dirigée par Sophie Rack, celle qui m'a fait rentrer à la télévision. Je la salue. Et oui, effectivement, moi j'étais à l'époque assez attirée par la peinture. Je n'étais absolument pas destinée à faire le métier que j'ai fait. À l'époque, je voulais avoir des enfants, je voulais... voilà. Vous vouliez être juge d'enfants d'ailleurs. Je voulais être juge pour enfants, oui, et j'avais fait du droit pour cela, mais j'ai fait un stage et ça m'a paru un monde... terrifiant, et je ne voyais pas comment j'allais pouvoir sauver les enfants dans ce monde-là. Alors, la télé, donc, ça commence avec des reportages où on apprend son métier. Alors, j'ai regardé un petit peu les archives. Il y a un reportage sur le Tour de France, le Père Noël, la fête de l'humanité, les départs en vacances sur l'autoroute. Vous faisiez tout ça ? Ben oui, ça s'appelait, enfin on appelait ça le monde des chiens écrasés en gros. Oui. Mais c'était très sympathique parce que vraiment ça m'a permis de découvrir tout des tonnes de monde. Moi, je suis curieuse à la base, donc très curieuse. Et donc, quel que soit le sujet, je n'avais aucun a priori. J'aimais tout. Et alors, on m'envoyait, par exemple, sur le Tour de France. Alors ça, là, c'était très, très amusant parce que je n'y connaissais rien. Et tout d'un coup, il y a un type qui tombe devant notre voiture et je vois qu'il a un maillot bleu, blanc, rouge, pas le même maillot que les autres. Et je dis à mon équipe, c'est qui ça ? C'est le champion de France, Marine. Ah bon ? Et alors, il avait un énorme cocard. Et alors, c'était une sorte de scoop parce qu'on l'a eu en direct. Et je rentre au journal le soir et Janin, je crois, je ne sais plus comment il s'appelait, mon patron de l'époque. François Janin, oui. François Janin, qui me dit, Marine, c'est un bon commencement parce que dans ce métier, quand on n'a pas de chance, il vaut mieux en faire un autre. Et là, c'est vraiment, t'as eu le pompon. Voilà. Alors, il se trouve aussi qu'à l'époque, vous collaborez à une émission qui s'appelle C'est à vous, qui n'a rien à voir avec le C'est à vous d'aujourd'hui. Vos reportages passent dans C'est à vous des années 80. Et oui, encore une fois, ce sont les coulisses de la télé, il me semble. Exactement. C'était ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et moi, je rêvais, j'allais dans les studios, je voulais être déjà reporter, et je regardais tous ces grands hommes, parce que la plupart du temps, c'était des hommes, et je trouvais qu'il y avait très peu de femmes, et c'est là où j'ai rencontré une femme extraordinaire, dont je parle dans mon livre. Comment s'appelait-elle ? Ah oui, Jacqueline Dubois. Elle s'appelait Jacqueline Dubois. Et elle me dit, ma petite fille, si tu veux faire ce métier, t'as intérêt à t'accrocher parce que moi, tu vois, mon père était ambassadeur, je parle 5 ou 6 langues et on ne m'a jamais envoyé sur le terrain. Je ne fais que des cabines, c'est-à-dire que de recevoir les images des autres et de les commenter. Alors qu'elle parlait 4 ou 5 langues. Elle était bien plus puissante que tous ces hommes qui l'entouraient, mais non, voilà. C'était une époque. Et vous, la guerre vous passionnait depuis que vous aviez entendu votre grand-père paternel parler de la bataille de Verdun. Maternelle. Parler de la bataille de Verdun. Oui, parce que quand je suis née, mon grand-père attendait avec impatience un petit-fils et c'est une petite fille qui lui a été donnée. Il s'est pas dégonflé, il s'est dit après tout, il faut que je la mette dans la vraie vie, quoi. Et alors, ils m'ont emmené faire tout le parcours qu'il avait fait, lui, plus jeune, puisqu'il avait fait la guerre de 14. Et
Je suis allée aux Esparres, je suis allée dans les forts de Vaux, les forts de Douaumont. Je voyais dans le sieur de Douaumont, je voyais les crânes, les tranchées des baïonnettes. Et alors, il m'expliquait tout ça par le détail. Et c'était incroyable pour moi. C'était un monde totalement... Et j'étais très, très jeune. Et ça m'a marqué en bien, parce que mon grand-père me racontait sa vie, ses histoires. Il me donnait des lectures, mon frère, enfin des lectures d'aventuriers. Parce que lui était parti à cheval. Et c'est... la guerre pour faire le tour du monde, à cheval. Et la guerre l'accueillit comme ça à Verdun. Et la bataille de Verdun, d'ailleurs, il y a eu 53 millions d'obus de tirés et un quart n'a jamais explosé. Et il y en a encore aujourd'hui quelque part sous terre. C'est fou, hein? Bien sûr, mais bien sûr. Et j'ai même une amie qui a sauté sur une de ces... De ces bombes, de ces obus. De ces bombes, ouais. Alors, il se trouve que vous avez mené une guerre très tôt, mais à vos parents, avec des études où vous faisiez toutes les bêtises possibles et imaginables, Marine Jacquemin. Est-ce que c'était un peu à cause de mon grand-père que j'étais devenue un garçon manqué? Parce que ma grand-mère me faisait des tresses, enfin, elle m'habillait en soie, en velours, comme je le dis dans le... Mais j'étais vraiment un garçon manqué. Je faisais toutes les bêtises que je pouvais faire. Et vous étiez en pension et vous étiez collé tous les dimanches. Ah bah oui, tous les dimanches. Parce que ma grand-mère disait à maman, qu'est-ce qu'on va faire de ta fille? Et maman me disait, laisse-la vivre. Mais bon, on m'a mis dans tous les pensionnats possibles, inimaginables. Mes parents habitaient Boulogne, alors non, j'étais à Saint-Joseph-du-Parchamp. Enfin, surtout chez les bonnes sœurs, parce que j'étais arrivée, ma première année, j'étais dans un lycée, et évidemment, j'étais devenue la copine des pires mecs du lycée, quoi. Pour moi, c'était pas possible de ne pas participer, de ne pas être un garçon. Et alors, il se trouve qu'ensuite, vous faites beaucoup de choses et vous allez suivre des cours à Columbia, aux États-Unis, des cours de journalisme, Marine Jacquemin. Oui. Alors, j'étais en auditeur libre et j'avais une amie qui était mannequin. Une amie que j'avais rencontrée à Paris, qui était mannequin pour la presse, pour les journaux féminins. Et elle habitait dans un penthouse au-dessus du parc. Et c'était absolument formidable. Et bon, je faisais des études comme ça en pointillé. Ça me faisait plaisir, ça m'apprenait l'anglais. Mais enfin bon, je voyais beaucoup de français. Et c'est vrai qu'il y avait une rigueur quand même dans cette université qui m'a beaucoup servi certainement par la suite. Et le déclic, je crois, ça a été un voyage à Bangui, en Centrafrique, où vraiment vous avez découvert un monde. Oui, alors une fois de plus, j'étais à l'université, je faisais du droit et je tombe amoureuse. Voilà. Et le garçon était un petit peu plus âgé que moi. Et son père s'occupait d'Afrique, enfin bref. Et lui a décidé de faire son service militaire. Il était bien sûr un peu piloté en Afrique. Je me suis retrouvée à 20 ans avec Bokassa, en Centrafrique. Et on a rencontré Bokassa. Évidemment, Bokassa, il aimait les jeunes femmes blondes et tout. Il nous avait invités. Il n'y avait qu'une route à l'époque en République centrafricaine éclairée. C'était celle qui menait du palais à la ferme de Bokassa. Et cet homme était incroyable. Alors, je l'ai suivi après journalistiquement. Au moment où il a été sacré empereur. Il y a une anecdote dont je me souviens. Il y avait un militaire qui venait d'être nommé ministre. Et alors, devant la caméra, il a dit alors, vous êtes ministre de quoi? Alors, il dit je suis ministre. Il regardait tous les autres. Il dit je suis ministre de quoi? À son voisin. Mais c'était épique. Mais pour tout ça, m'a ouvert sur un monde et surtout sur le monde de ces tribus incroyables qu'on appelle les Pygmées. Exactement. Et là, les Pygmées, c'est une vraie rencontre et un vrai choc. Un premier choc, j'en ai eu quelques-uns dans ma vie. Mais là, c'est un premier choc parce que ce sont des êtres qui naissent vieux. Ils naissent tout ridés. Et ils sont un peu comme ça mis à l'écart par les populations parce qu'ils ne ressemblent pas à cette époque. Je ne suis pas retournée les voir depuis longtemps. Mais j'étais venue avec donc mon ami, les rencontrer, et puis je suis revenue quelques temps plus tard pour les retrouver, pour passer un moment avec eux. Et à un moment donné, j'ai ouvert ma jambe sur un tesson de bouteille. Et alors, ils se sont tous précipités dans la forêt, ils sont venus avec des herbes, des plantes. Ils m'ont fait des cataplasmes. Et c'est incroyable.
ça a cicatrisé en quelques jours. Et c'est là où j'ai découvert qu'ils étaient très célèbres parmi les scientifiques internationaux justement pour leur côté pharmaceutique. Et puis, il y a quelqu'un qui, à votre retour en France, a compté dans votre vie. Oui, Bernard, visser les émissions qui gagnent, c'est tout à fait clair à comprendre. Jean-Marie pour ceux Cavada, qui nous regardent depuis si longtemps et qui nous accordent qui vous a vraiment découvert. Et puis commencer à changer pour Marine Jacquemin, c'est vraiment oui, lui. parce que et j'étais avec Patrick Bois à l'époque dans cette émission C'est à vous, et on faisait les coulisses donc de la télévision. Et puis un jour, Jean-Marie Cavada nous dit mais ça vous plairait pas de faire du reportage dans les journaux, enfin de travailler avec moi. Il était à l'époque donc le directeur de l'information. Et Patrick et moi, on se regarde, on tombait des nues, on ne rêvait que de ça. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés. Alors, lui est rentré très vite en politique étrangère, ce que je voulais moi aussi, mais c'était un homme. Et moi, je suis allée dans la rubrique des infos gênées. Voilà, pour apprendre votre métier. Oui. Et je crois que l'un de vos premiers reportages, quand même, ça a été lorsque vous avez rencontré Hassan II au Maroc, qui voulait faire une chaîne privée. Ah oui, alors ça, c'était complètement une autre histoire. Imaginez-vous que moi, j'aime bien les petits bouts de la lorgnette. Et il s'avère que Thierry de Citivo, qui rentrait d'un voyage au Mexique, me dit « Écoute, j'ai rencontré un club extraordinaire, c'est pour toi. » Parce qu'il savait que j'adorais manger. Et il me dit « C'est pour toi parce que c'est le club des chefs cuisiniers, des chefs d'État, rois et princes de ce monde. » Et à chaque fois, à chaque année, tous les chefs de cuisine des princes et des reines, etc., partent en voyage VIP pour rencontrer le chef de l'État et son chef de cuisine. Et cette année-là, c'était le roi du Maroc. Alors, le roi du Maroc, c'était formidable parce qu'il nous avait fait inviter par toutes les meilleures familles du royaume, des plats mais alors extraordinaires qui étaient faits pendant 3 jours, etc. pour nous. Et un soir, le dîner arrive, le dîner avec le roi. Et j'étais placée à côté de lui. Mon copain, qui s'appelle Gilles Bragard, m'avait dit « Je te fais une surprise ». Ah ben voilà, la surprise. Alors évidemment, on a pas mal dialogué avec le roi. Et il donnait très peu d'interviews. Et j'ai eu quand même cette primauté. Enfin bref, sans caméra, je n'avais pas de caméra, sans caméra, qu'il me donne une interview. Le début d'une autre carrière qu'on va continuer à évoquer à travers une autre date, le 22 mars 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Marine Jacquemin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marine Jacquemin, bien connue des téléspectateurs de TF1 par vos reportages de guerre, et vous publiez vos souvenirs, les confidences d'un grand reporter, Méguerre, aux éditions de l'Observatoire. Alors, on évoque des dates précises et il y en a une dramatique que vous évoquez dès le début du livre, le 22 mars 1985, qui a failli être votre dernier jour parce que vous êtes au sud du Liban et un char vous tire dessus. Ouais. Je ne pouvais pas avoir d'enfant et j'étais une mère en deuil en permanence et je vivais avec l'homme de ma vie, Roch Pescader, et je crois qu'il en a eu marre à un moment donné de cela parce qu'on en a très peu parlé. Et je l'ai rejoint par amour, où il était parti pour une année. Il était aussi reporter de guerre à l'époque. Après, il était cinéaste sous-marin. Je suis allée le rejoindre au Liban. Il m'a dit surtout, tu ne sors pas de la chambre d'hôtel. Je lui dis, écoute, je ne peux pas, je suis aussi journaliste. Et il part pendant 3 jours faire un reportage, je ne sais plus, dans la Beka ou quelque part par là. Et j'en profite avec Alain Ménargue, qui était le spécialiste à l'époque du Liban. Et à cette époque-là, l'armée israélienne se retirait et subissait des pertes. C'était la première fois que cette armée... dont on disait toujours qu'elle frappait juste au bon moment, au bon endroit, avait été totalement bousculée. Il y avait eu Sabra et Shatila, etc. Bref. Et la veille, une femme s'était faite exploser près d'un char et avait tué 1 ou 2 soldats israéliens. Et alors là, évidemment, nous allons pour enquêter, pour voir. L'endroit était complètement vide, on avançait. Et à un moment donné, on est face à un char qui se trouve à peu près à 800-900 mètres. Et là, le char nous mitraille, nous mitraille.
Et donc, la voiture est percée de trous d'obus, le croissant arrive et nous redescend. Et à ce moment-là, avec le caméraman, c'était CBS News qui m'avait demandé de faire des interviews pour la chaîne, une chaîne américaine. Et à ce moment-là, alors que je suis en train de montrer ce qui s'est passé, d'expliquer que on comprend pas pourquoi le char a tiré et tout. Et là, je sens un souffle, je sais pas, quelque chose que je ne connaissais pas. Et tout d'un coup, le caméraman explose, le preneur du son est scalpé et le chauffeur est atteint par un éclat d'obus. Et ce qui est très curieux, c'est que la fille du caméraman en question, jamais je n'avais eu de ses nouvelles. Et ces temps-ci, elle a dû me voir sur les réseaux sociaux. Elle m'a appelée il y a 3 jours en me disant « Mais comme je suis heureuse que vous parliez de mon père ». Et c'est un peu ça l'histoire du livre. C'est de faire revivre tous ces gens que j'ai croisés à travers le monde et qui ont été regardés entre la poire et le fromage dans un journal télévisé, et de reparler d'eux. Vous voyez, ça me donne cette occasion-là. Alors bien sûr, pour moi, c'est un désastre. Mais ce qui suit m'a donné aussi une grande leçon. C'est que en rentrant à Beyrouth, évidemment, mon chéri me donne une baffe en me disant « J'aurais pu te renvoyer à ta mère, à tes parents, fille unique, dans un cercueil. » Et il partait pour une fête. Et je lui dis « Comment peux-tu partir pour une fête ?» Et il me dit « Voilà, tu fais ton... Voilà. » Et finalement, je le rejoins. Et quand j'arrive, je vois des jeunes en train de rire aux éclats, en train de s'embrasser, en train de flirter, en train de picoler. Je me dis, c'est pas possible. Et la maîtresse de maison, Amal Mogaïzel, qui deviendra une de mes amies, elle arrive vers moi, elle me dit, si tu fais cette gueule-là toute la soirée, c'est pas la peine de rester. La belle affaire, 3 morts. Et en fait, cette jeune femme de 22 ans en avait déjà tellement vu des morts, dont son fiancé qui avait été décapité sous ses yeux. Et elle me dit, nous, face à ce que nous vivons, on sombre en rigolant. Moi, je me souviens d'avoir fait un spectacle à Beyrouth, au casino. Il y avait les hélicoptères israéliens qui passaient au-dessus et les gens riaient, s'amusaient, faisaient comme si de rien n'était. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça la parade à l'horreur, la parade à la guerre. C'est de garder toujours l'espoir pour tout et de toujours sourire à la vie. Le maximum que l'on puisse faire, c'est pas toujours facile. Alors, vous avez vécu des moments plus heureux dans vos reportages, et il y a une chanson qui évoque justement ce moment heureux. Quand tu chantes, je chante avec toi. Qui a fait cette chanson avec Pierre Delanoë et avec Claude Demel, sans imaginer que cette chanson serait interprétée devant le mur de Berlin au moment où le mur est tombé. Et le mur de Berlin, la chute, vous l'avez vécu, Marine Jacquemin. Ah oui, ça c'est incroyable. Alors, moi, si vous voulez, comme personne ne voulait que je sois aux Infogénés, j'étais blonde, j'étais pulpeuse, j'avais pas du tout... j'étais pas le portrait du reporter de guerre. Et on me prenait pour Mata Hari ou les autres pour Mère Teresa. Et là, c'est un coup de bol. Je suis avec Dominique Bromberger quand les pivers commencent à taper dans le mur. Et Dominique Bromberger me dit « Marine, il se passe quelque chose d'important là. J'ai l'impression que le mur va tomber, il faut ramener toute la rédaction, etc. » Et nous partons dans la nuit avec un avion qu'avait affrété pour nous Martin Bouygues. Et on arrive là. Et c'est incroyable, la ville, bruit de ces coups dans le mur, etc. Et je regarde par un trou le No Man's Land, et je me dis, il se passe rien de l'autre côté. Enfin bref, arrive Miroslav Rostropovitch qui pose son violoncelle et qui commence à jouer. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je rêve, je suis en train de rêver là. Le mur de Berlin va tomber. Et on part avec mon équipe voir au fameux checkpoint Charlie. Et là, c'est une foule invraisemblable qui arrive sur nous. Toutes ces petites Trabant, je ne sais pas si vous vous rappelez, ces petites voitures de l'Est.
Et moi, il s'avère que j'étais allée 2 ans auparavant là-bas, où tout était quand même encore très glauque. Je me souviens, dans l'hôtel, il y avait la police secrète, la Stasi qui nous surveillait. Cette ville était restée dans les années 50, Berlin-Est. Et là, je vois tous ces gens qui ouvrent des yeux, qui n'en croient pas leurs yeux. Il y a de la musique, il y a des couleurs, les boutiques regorgent de tout. Et tout ça, c'était pas possible pour eux. Et alors, j'interviewe sur le mur, qui n'était pas encore tombé, un homme qui dit « Je peux mourir, car j'aurai enfin vu cette saloperie de mur tomber. » Et je vais de l'autre côté pour voir, pour faire le pendant. Et là, j'ai une dame qui remonte avec un sac, avec 3 bananes ou je ne sais quoi. Et je lui dis, alors, vous faites pas la fête? Et elle me dit, vous savez, du jour au lendemain, ce mur m'a entièrement coupé de ma famille. Je n'ai jamais pu retourner, je ne les ai jamais retrouvés. Et je ne les retrouverai jamais, parce que toute cette vie que l'on m'a volée, je ne pourrai jamais la rattraper. Ce n'est pas la peine que je cours après. Il se trouve que le mur, d'ailleurs, il est tombé en 92, parce que petit à petit, il a fallu le démonter, et que vous avez tourné des images qui n'ont jamais été diffusées, Marine Jacquemin. C'est incroyable, ça. Ouais, on est arrivé là-bas, donc évidemment, tous en urgence, et comme le monde entier affluait à Berlin, je ne sais pas ce qui s'est passé, le technicien n'a pas réservé les créneaux, les réseaux, etc. Et on a travaillé pendant des heures, voire des nuits, avec mon équipe, et d'autres, etc. Étaient arrivés sur place, Michel Cotta, tout le monde était là, et on ne pouvait pas diffuser. Alors ça a été une bonne leçon, remarquez, parce que... Et je crois même que ces bandes, parce qu'on a essayé de les retrouver, ces bandes n'ont jamais été retrouvées, je crois. Je sais pas, même dans ma mémoire, c'est comme ça. D'autres souvenirs aussi, à travers une date qui ne vous concerne pas directement, mais qui est importante, c'est celle du 10 mai 1981. À tout de suite sur Sud Radio avec Marine Jacquemin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marine Jacquemin, bien connue des téléspectateurs pour vos grands reportages de guerre. Vous publiez justement un livre qui s'appelle Mes guerres, les confidences d'un grand reporter aux éditions de l'Observatoire. On a commencé à en parler à travers des dates clés. Alors, le 10 mai 1981 est bien sûr une date que personne n'a oubliée. 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Vous êtes à TF1 depuis un mois et vous assistez à cette élection en direct pratiquement. Sans imaginer qu'un jour ou l'autre, vous allez rencontrer François Mitterrand. Ah oui, alors là, c'était loin de moi. Mon père était gaulliste. et un jour, j'ai une de mes amies, Danielle Burgu-Buru, qui me dit, tu sais, Monsieur le Président, j'aimerais bien te rencontrer parce que tu parles d'un monde qu'il ne connaît pas. Et à l'époque, j'avais passé 3 mois en Asie centrale, dans toutes les républiques d'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, etc. Et notamment, il y avait un reportage qui l'avait beaucoup touché, c'était Kourtchatov, du père de la bombe soviétique. Et c'était une ville, il y avait les rails, et sur la carte de l'ex-Union soviétique, cette ville n'existait pas. Et en fait, c'était une ville totalement secrète où ils ont tiré l'équivalent de 44 fois la bombe d'Hiroshima en plein air. Enfin, à un moment donné, ils l'ont enterré. Alors, c'est quand même un endroit assez exceptionnel. Et puis, il m'a vu avec le président Nazarbayev au Kazakhstan. Enfin, il m'a vu un peu partout dans toutes ces républiques qui tombaient les unes après les autres. Ça le passionnait. Et il a dit à Daniel, je veux rencontrer cette femme-là, je veux qu'elle me parle. C'était un homme extrêmement curieux. Alors moi, je l'ai rencontré à une époque assez difficile de sa vie, puisque il avait, comme tout le monde l'a su, un cancer, un très grave cancer, et les 5 dernières années n'ont pas été faciles. Et pourtant, ça fait partie de ces malades qui nous gouvernent. Il avait toute sa tête. Il était passionné d'histoire, passionné de géographie. Et on a commencé... donc, Daniel Burgu-Buru m'invite, il est là. Il me dit, enfin, je vous rencontre. Et parce que moi, mon père m'avait dit, je te préviens, si tu rencontres cet individu, tu n'es plus ma fille.
Donc, le président me prend par la main, on s'assoit sur un tabouret devant un feu de bois, je m'en rappellerai toujours. Les invités passent à table, mais il avait soif, il avait une espèce de gourmandise de ce que je lui racontais. Et ça a créé entre nous des liens, je dirais pas d'amitié, mais des liens en tous les cas suffisamment intéressant et solide pour qu'il me demande de revenir ou de l'accompagner dans quelques endroits où il allait. Il avait une vie avec des cercles. Je ne suis jamais rentrée dans le cercle de Mazarine et de Madame Pinjon, mais je l'ai regretté parce que c'était deux femmes exceptionnelles et j'ai vu les lettres qu'il écrivait à Madame Pajot. Et non, moi je suis rentrée surtout dans le premier cercle familial, celui de Daniel, des enfants, des petits-enfants, puisque à la demande de Guillaume Durand, un été, je suis allée faire ce qu'on appelle le dernier été de François Mitterrand. Oui, et vous l'avez vu à Latché où il était très fatigué, oui. Mais il y a une chose qui était particulière, il y avait beaucoup d'humour, François Mitterrand. Énormément d'humour. C'est-à-dire que je crois qu'il regardait le Bebel Show tous les soirs. Exact. Il m'en a parlé. Vous avez un document là-dessus? Non, je n'ai pas de document, mais je sais qu'il le regardait. Je sais aussi que le soir où Thierry Leluron a chanté L'Emmerdant, c'est la rose chez Michel Drucker, Drucker a eu la peur de sa vie en disant « je suis viré demain ». Et Mitterrand l'a appelé en disant « j'ai regardé, ça m'a beaucoup fait rire ». Ça m'a beaucoup fait rire. Voilà. Ouais. Non, mais c'était amusant parce que il avait décidé durant cette semaine où je l'interviewais, il avait décidé que j'irais prendre mon petit déjeuner tous les matins avec lui dans sa grange. Et j'étais très gênée. Je disais à Daniel, ça ne vous dérange pas? Oh, elle me dit, écoutez, c'est bien, ça me fait des vacances. Alors, il vous téléphonait régulièrement, Marine Jacquemin, François Mitterrand, et il disait, c'est Monsieur Lorrain au téléphone. Oui, alors ça, c'était marrant parce que Roch Pescader, donc, qui vivait avec moi, tous les matins, c'est lui qui dit, enfin, tous les matins, c'était pas tous les matins, mais à chaque fois qu'il téléphonait, c'était Roch qui répondait. Et alors, à chaque fois, invariablement, bonjour, ici Monsieur Lorrain. Et alors Roch me disait, Monsieur Lorrain pour toi. À chaque fois, on était pliés parce que c'était tellement sympathique. Et en fait, le jour de ses obsèques, parce qu'on se demandait tous pourquoi Monsieur Lorrain. Et le jour de ses obsèques, je suis devant la tombe où il va être enterré, et je vois François Mitterrand, né de Jeanne Lorrain. D'accord. Et ça, c'était incroyable. Je disais, alors il s'est servi de sa filiation pour se faire discret. Mais sa voix était tellement marquante qu'on ne pouvait pas ne pas la reconnaître. Donc c'était un amusement pour lui-même. Alors il se trouve que l'un des moments clés des présidences de François Mitterrand, c'est la guerre du Koweït. Et vous avez appris que la guerre du Koweït allait être déclarée avant tout le monde, Marine. Oui. C'est-à-dire que vous avez su par des informateurs qu'elle allait se déclarer. Ah oui, peut-être. En fait, j'allais beaucoup à cette époque en Irak et puis j'avais créé des liens avec les Irakiens, l'ambassade d'Irak qui était avec Oudey, qui était le porte-parole de l'ambassade. Et effectivement, c'est-à-dire... En fait, j'essayais d'être juste dans tous mes reportages. Moi, je n'aime pas le parti pris. Ce n'est pas fait. Moi, je suis les faits, rien que les faits. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir mon visa régulièrement pour aller dans cette première, cette deuxième, cette troisième guerre du Golfe. Enfin, c'était sans fin. Et ça a été très marquant pour moi, ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quand même eu, au fur et à mesure... des années, un mensonge d'État et beaucoup de morts sur oui, et vous le racontez avec précision dans ce livre, ce mensonge d'État, il a existé pendant des années. Non, ce mensonge d'État, oui, parce que le père, George Bush, n'était pas allé jusqu'à Bagdad. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, Saddam Hussein sortait d'une guerre avec l'Iran et pour les Américains, l'Irak était un rempart. Mais était quand même sorti très appauvri. Et cet embargo qui a suivi cette première guerre a été un embargo. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un embargo n'est pas un acte de guerre, que ce sont des sanctions? Moi, j'ai vu ce pays, qui était quand même une sorte de phare au Moyen-Orient avant, et se dégrader et devenir un pays misérable suite à cet embargo, qui ne profitait à personne, sauf à ceux qui dirigeaient encore le pays, c'est-à-dire Saddam et ses enfants et sa clique, quoi.
Et donc ça m'a vraiment beaucoup choquée. Il y a eu entre 500 000 et 1500 morts. Je ne dis pas que tout est dû à l'embargo, mais une grande partie, les enfants, par exemple les petits cancéreux, je suis allée dans le pavillon des cancéreux, ils ne pouvaient pas être opérés, ils ne pouvaient pas être soignés. Et là-dessus, George Bush fils, suite au 11 septembre, en rajoute encore une tonne et crée de toutes pièces avec ces faucons, un mensonge d'État. Et moi, je connaissais très bien le type de l'Unscom qui s'appelait Scott Ritter et qui était le patron de l'Unscom, c'est-à-dire ces gens qui ont, jusque dans les chiottes des Irakiens, sont allés chercher les armes de destruction massive pendant 7 ans. Ils n'ont rien trouvé. Et cet homme, quand il est rentré dans son pays et qu'il a dit qu'il n'avait rien trouvé et que cette guerre était inutile, on l'a massacré partout, dans toutes les chaînes de télévision. Et voilà comment ce mensonge d'État, qui était à la une quand même des journaux New York Times, Washington Post, quand même, et c'est quand même incroyable ce qui s'est passé et c'est difficile de penser que ces gens ne vont pas un jour être jugés pour ces centaines de millions de morts et plus que cette guerre inutile a créé. Vous le racontez très bien dans ce livre, où vous évoquez aussi le successeur de François Mitterrand, Marine Jacquemin, Jacques Chirac, qui a demandé que vous l'interviewez un jour à l'Élysée. Ah non, alors ça, c'est pas ça. Hein. Jacques Chirac n'a rien demandé. Et alors, je vais vous dire, le fait d'avoir été choisie la seule femme parmi 32 000 journalistes, je n'ai pas eu que des amis I et des amis IE. Du reste, l'une a dit... On sait pourquoi Marine Jacquemin a été choisie par Jacques Chirac. Évidemment, elle l'a séduit. Oui. Alors que l'histoire est totalement autre, et là, je tiens à le dire. C'était Jacques Pilan, qui était à l'époque le grand communicant de l'Élysée. Moi, je ne le connaissais pas. Et une douzaine d'hommes et une femme qui s'appelait Claude Chirac. Et ils ont débattu un long moment sur qui allait faire... Parce que c'était la première fois que Jacques Chirac s'exprimait. Donc, il y avait 4 hommes et une femme. Et moi, j'étais la femme. Et c'est Claude Chirac qui a dit « Ce sera Marine Jacquemin » parce qu'il y avait eu un attentat quelques jours auparavant à Port-Royal. Et que moi, j'étais chargée d'interroger le président sur la violence, sur le terrorisme, etc. puisque c'était mon domaine. Et vous avez découvert les coulisses de préparation à l'Élysée, et vous êtes arrivé absolument pas coiffé à l'Élysée. Ah, ça vous amusait, ça. Ouais. Parce que moi, je voulais être originale par rapport à toutes ces femmes magnifiques. Je sais pas, les Catherine Ney, les Michel Cotta, mes amis Guylaine Ottenheimer et autres, qui étaient vraiment des filles qui étaient spécialistes de la présidente de la République et de ce genre d'interview. Et je me suis dit, comment faire ? Et j'ai un sociologue qui travaillait dans les banlieues qui m'a dit, écoute, si ça te fait pas peur, tu viens avec moi passer 4 jours et là, tu vas comprendre ce qui se passe au bout du RER. Et je suis allée dans les banlieues pendant 4 jours et au départ, les types ne voulaient pas me voir rentrer. Et grâce à ce sociologue, j'ai pu rentrer. Quand même, elle a fait des guerres. Enfin bref, il m'a vendu comme un paquet de lessive, et ça a marché. Et je me suis aperçue qu'on pouvait vraiment dialoguer avec ces gosses qui, malheureusement, dans ces banlieues perdurent. J'avais écrit une lettre donc au président de la République en lui disant « Au bout du RER, Monsieur le Président, un autre monde ». Et très sincèrement, je racontais tout ce qui se passe encore aujourd'hui, que bien sûr, il y a eu beaucoup d'argent mis dans toutes ces banlieues. Bien sûr que ça va quand même un peu mieux. Mais malgré tout, la drogue a tout gangréné. Les histoires des autres pays sont venues s'installer dans les banlieues. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup... Enfin, on a tout à faire ensemble. Je voudrais dire à ces jeunes... essayez de réfléchir, essayez le dialogue. Je vois encore ces jeunes gens de Sciences Po là qui se sont laissés vraiment influencer par les vieilles lunes, par ces vieux politiciens, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, ou qu'ils soient de quelque bord qu'ils soient, parce que moi je n'ai pas de bord. J'ai envie de dire à ces jeunes, je suis très respectueux de vos batailles, mais quand je vous entends avec les mêmes slogans que j'entendais
Moi, j'étais toute petite, enfin, pas plus jeune, dans mes 68, mais changer au moins de slogan, bon sang. Et puis, essayez de ne pas refaire ce que vos aînés font. Ça fait ce conflit israélo-palestinien, ça fait 76 ans. Moi, je compte sur vous, les jeunes, pour changer la donne, dialoguer. Vous savez que les populations israéliennes, comme les populations palestiniennes, peut-être sont avec vous. Moi, j'ai des amis dans les deux camps. Ils n'ont pas voulu du Hamas, ils n'ont pas voulu de Netanyahou, ils n'ont pas voulu de cette guerre qui va les détruire les uns comme les autres. Et j'ai envie de leur dire, mais changez de registre, bon sang. On est en 2021. Ne perpétuez pas ce monde au pied d'argile. Essayez au moins de nous apprendre autre chose de la vie et du monde. En tout cas, on apprend beaucoup de choses de la vie et du monde dans ce livre qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 17 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Marine Jacquemin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marine Jacquemin. Donc le 17 avril 2024 est sorti votre livre Mes guerres, confidence d'un grand reporter aux éditions de l'Observatoire. Vous avez hésité à écrire ce livre et puis finalement ce sont des lettres et puis des rencontres qui vous y ont poussé. Ah, c'est simple, c'est grâce à deux femmes que j'ai écrit ce livre. C'est vrai que je n'avais pas très envie, je n'ai pas un ego surdimensionné. Je n'avais pas envie de faire ce retour sur ma vie, quoi. Ça y est, j'étais presque passée à autre chose puisque je me suis arrêtée de travailler, en tous les cas sur le terrain, il y a 1 an, enfin. Et un jour, je reçois une lettre d'une prof de français à Cologne. Et elle me dit, Mélanie Freinet, et elle me dit, bonjour madame, moi je travaille dans un lycée et je serais très intéressée, je vous ai suivi une grande partie de ma vie quand j'étais en France, maintenant j'habite à Cologne et j'aimerais bien que votre parcours soit raconté à mes enfants dans le cadre du lycée. Et elle vient chez moi, parce que son courrier m'intrigue et elle est très persuasive. Et puis, se passe 1 an, 2 ans, 3 ans, et le Covid est là pendant 2 ans. Et elle me rappelle donc 4 ans plus tard, et elle me dit alors, Madame Jacquemin, où en êtes-vous ? Est-ce que vous allez venir voir mes élèves ? Est-ce que vous allez l'écrire, ce livre ? Au passage, je vous signale que pendant tout le Covid, j'ai travaillé pour vous, j'ai exhumé 2000 de vos reportages sur l'INA. Et là, les bras m'en tombent. Je comprends pas. Je lui dis, non mais vous êtes folle. Elle me dit, oui, certainement, mais je suis surtout intéressée par ce parcours. Et elle vient, on sympathise, et puis un jour où je descends dans ma cave parce que ma maman vient de partir, elle me dit, je descends avec vous, vous aider parce que j'aime beaucoup les caves, c'est bourré de trésors. Je la prends pour une dingue, et elle regarde ma cave, je lui dis, il y a surtout beaucoup de bordel, et elle me dit, regardez ce carton. Je lui dis, oui, c'est un carton de maman. Elle me dit, vous voyez ce qui est écrit dessus ? Maman pour Marine. Et elle remonte ce carton, mais presque comme une gourmande, et elle fouille là-dedans, et elle retrouve des lettres de téléspectateurs auxquelles je n'ai pas répondu, des photos que je cherchais depuis longtemps parce que mon appartement avait brûlé, des coupures de journaux, et puis un petit mot de maman qui en gros me disait, tu n'as jamais voulu être dans la lumière, peut-être que ce que je te laisse en héritage te fera réfléchir, ou vous voyez un mot comme ça. Je me suis dit, ça alors, si c'est pas un appel, surtout que moi, je peux pas dire que je sois très religieuse, j'ai une croyance, mais je parle à mon père et à ma mère depuis qu'ils sont partis, parce que j'ai beaucoup de spiritualité, et ils sont, vous voyez, je suis venue aujourd'hui vous voir, j'ai parlé avec eux ce matin, j'étais avec Léa avant, j'ai parlé avec eux ce matin, et ça, voilà, je ne pouvais pas rater ce moment de ma vie entre cette rencontre avec Mélanie et maman. Alors, quand on lit votre livre et tout ce que vous avez vécu, et vous le dites vous-même, Marine Jacquemin, vous avez eu beaucoup de chance. Vous avez épuisé votre capital chance. J'espère que non. Non, mais pas sur le terrain. Ah oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire la guerre de trop. Alors, vous pensez à quoi quand vous... Parce que c'est vrai que tout ce que vous avez vécu... Oui, par exemple, le putsch de Moscou. Parlons-en, parce que c'est une date terrible pour moi. Et c'est Patrick Bourrat qui était mon frère, donc mon frère d'armes, puisqu'on avait commencé ensemble. Et je le remplaçais régulièrement. En fait, je remplaçais beaucoup, comme je n'avais pas d'enfants, pendant les vacances, je remplaçais beaucoup de correspondants.
à Jérusalem ou à Moscou, etc. Et là, il me dit, écoute, il se passe quelque chose. Je pense qu'on va vivre une petite révolution, mais il le disait presque en riant. Et il me dit, il m'avait envoyé, parce qu'il avait un colloque au bord de la mer Noire, enfin bref, et il me dit, tu prends le train direct pour Moscou et tu débarques. Et je débarque, et évidemment, en pleine révolution, les gens sont dans la rue, enfin, autour de la Maison-Blanche, qui est le Parlement russe. Patrick les a suivis, il est à l'intérieur. Moi, j'avais une équipe qui m'attendait, je regarde, et tout d'un coup, j'entends des explosions. La Maison-Blanche devient pour partie noire, et je vois les gens qui sortent pour se protéger de la fumée, et tout le monde part, évidemment, vers la télévision d'État, puisque tous les coups d'État, c'était un coup d'État de Routskoï sur Yeltsin, finissent toujours comme ça par aller prendre le pouvoir de la radio, de la communication, de la télévision. Et moi, j'avais fait, il s'avère, avec Catherine Gentil, un stage de guérilla urbaine peu de temps auparavant. Et on m'avait toujours dit, dans ce stage, surtout faites attention, ne soyez jamais face aux armes ou face aux attaquants. Essayez de vous protéger le plus possible. Et je vois mon Patrick et Yvan Scopan, notre caméraman magnifique, qui partait la fleur au fusil et qui était face à ces gens en armes qu'on appelle les aumônes et qui sont les forces spéciales. Et mon caméraman me dit, Marine, il y avait un camion qui essayait d'enfoncer la porte. Et mon caméraman me dit, Marine, surtout tu ne bouges pas parce qu'ils vont tirer. J'ai peur pour ceux qui sont face à eux. Et tout d'un coup, ça s'est mis à rafaler. Et malheureusement, Yvan Scopan, qui était un ami très cher, a filmé sa mort, d'une certaine manière. Et il est d'abord touché à l'épaule. Et puis après, je vous passe le reste. C'était tellement terrifiant. Et Patrick est touché d'une balle. Et tout autour de moi, tout le monde tombe. Enfin, je sais plus, 12, 13 morts. Dont un copain qui s'appelait Rory Peck, qui était un journaliste formidable, et qui se baladait à travers le monde avec un long manteau et une petite caméra, et qui faisait des reportages extraordinaires. Et j'ai cru qu'il était blessé. En fait, il était mort. Et après, avec Martine, la femme de Patrick, et Marie-Valentine, on l'a cherché toute la nuit jusqu'à ce que l'ambassade, on a cherché Patrick et Yvan, qui étaient partis dans les hôpitaux, et Yvan décédera dans l'avion qui le ramène en France. Un moment dramatique. Alors, quand je parle de la chance que vous avez eue, Marine Jacquemin, il y a aussi une chance pour rencontrer les gens. Vous avez réussi à rencontrer le juge Falcone, ce qui était totalement mission impossible, puisque c'est le juge anti-mafia. Ouais. Alors là, je dois dire que en Italie, la blondeur, ça sert à quelque chose. Parce que, figurez-vous que je suis assez distraite. Et je quitte mon hôtel, j'attendais mon équipe qui arrivait le lendemain. Et je me dis, tiens, je vais aller voir. C'était la première fois que je faisais un reportage comme ça, face à la mafia. Évidemment, j'avais étudié mon dossier et je savais que ce juge existait. Et j'arrive devant le palais de justice. Et là, il y a une bande de mecs qui me regardent et qui me sifflent, la bionda, etc. Enfin, l'Italie, quoi. Et j'arrive et je prends mon air très sérieux. J'avais 30 ans. Et je leur dis, bonjour, je parlais pas très peu italien. Bonjour, je voudrais rencontrer le juge Falcone. Et il y a un grand mec qui me regarde, qui éclate de rire et qui me dit, ah toi, tu veux rencontrer le juge Falcone? Je dis, oui, je veux rencontrer le juge Falcone, je suis journaliste, etc. Ah, t'es journaliste. Bon, alors, viens, rentre, tes papiers. Je dis, j'ai oublié ma carte de presse, j'ai tout oublié. Ah, bon, alors, viens, on prend un café. C'était incroyable parce que c'était pas les mêmes conditions, bien que le juge Falcone était gardé comme la Banque of America. Mais on prend un café et on essaie de se parler parce que moi, je parlais peu italien et lui, pas du tout français. Et il me dit, aspetto un momento. Alors ça, j'ai connu, t'as un moment. Il revient, et c'est long, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Enfin bref, j'imagine bien que c'était pas facile. Il revient un quart d'heure plus tard, et il me dit, tu veux voir le juge Falcone? Je lui dis, ah oui, je veux voir le juge Falcone. Alors suis-moi. Et pour moi, ça me semblait totalement normal, ça.
J'avais pas de papier, un truc de dingue. Et après, on a beaucoup rigolé avec l'équipe parce que cet homme en question était le chauffeur de Giovanni Falcone, qui est devenu notre ami tout au cours de ce reportage et qui raconte à mon équipe, qui était morte de rire, comment j'étais rentrée. Et j'arrive, alors on passe un premier barrage, un deuxième barrage, un troisième barrage. Et finalement, on arrive dans une toute petite pièce. En contrebas, il y avait cet homme, il y avait le dossier qui lui arrivait jusqu'à ses lunettes. Il me regarde et il éclate de rire. Il regarde son chauffeur. Je ne savais pas à l'époque. Et je me dis, il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Et donc, il parlait un peu anglais. Donc, il me dit, bon... et puis, ils n'arrêtaient pas de se regarder et de sourire. Bon, bref. Il me reçoit, je crois, 5 minutes ou 10 minutes, enfin, je ne sais plus. Alors, je ressors de là. Et je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Et quelques temps plus tard, quand je deviendrai amie avec le chauffeur, Paolo, il s'appelait Paolo, il est toujours en vie, parce que le juge a bien sûr sauté sur une bombe. Il le voulait, il voulait sa peau, et ça, il me l'avait dit, avec sa femme qui était aussi juge. Et il me dit, tu sais, ce matin-là... tu as vu comment ça se passe dans la ville? Alors je dis oui, j'ai vu. Tous les matins et tous les soirs, ça résonne du juge. Parce qu'il y a 2 voitures, sa voiture et 2 voitures et encore des motards. Enfin, bref, c'est impressionnant et c'est très, très bruyant. Parce qu'il y a les pimpons dans tous les sens. Quand il arrive, il y a des hommes en armes. Enfin, cet homme, je vous dis, était gardé vraiment comme la Banque of America. Et il me dit, ce matin-là, le juge me dit, tu sais, Paolo... Sais-tu, j'ai fait un rêve. Tu vois cette femme au Vatican qui rejoint un homme, les bras. C'est une blonde très pulpeuse. Elle rejoint comme ça la main de son amour. Bon. J'ai rêvé de ça. C'est incroyable que je puisse rêver de ça. J'en ai parlé avec ma femme, elle était morte de rire. Et Paolo va dans le bureau et dit, Monsieur le juge, vous voulez que je vous dise, votre rêve, il est au café, il prend un café, et il m'a demandé s'il pouvait vous rencontrer. C'est extraordinaire. C'est une histoire incroyable, non? Incroyable. Alors aussi, ce qui est incroyable, ce que j'apprends dans votre livre, il y a aujourd'hui un hôpital à Kaboul pour enfants, oui. et il vous doit tout, et à vous et à Muriel Robin. Et vous le révélez parce qu'on n'en parlait jamais, ça, Marine Jacquemin. Oui, très peu. Parce que moi, j'ai voulu un hôpital parce que je voulais adopter un enfant qui a sauté sur une mine et aussi mon traducteur qui était chirurgien. Il m'a emmené devant les hospices de Lyon, un hôpital qui avait été construit dans les années, 70. Et il m'a dit, il était en ruine, il m'a dit, il faut le reconstruire, Marine, il faut le reconstruire. Et l'un a sauté sur une mine, l'autre a été vendu par les talibans. Et le jour où Muriel Robin, que je ne connaissais pas, m'appelle, après avoir vu un reportage où des enfants fabriquent des briques et où une petite fille va mourir de la sciure de briques. Elle va mourir étouffée. Et elle m'appelle et elle me dit, elle regarde la lumière, la caméra, elle dit, il n'y a pas de lumière dans cette vie-là. Et Muriel Robin rencontre Claire Chazal, elle m'appelle et elle me dit, c'est pas possible qu'une enfant de cet âge-là dise une chose pareille. Qu'est-ce qu'on peut faire, Marine? Et tout de suite, je dis, un hôpital. Et après, tout est allé très vite parce que j'avais la chance d'avoir un patron qui s'appelle Martin Buig, qui a tout de suite cru en moi. Je l'ai appelé et avec Muriel, on a soulevé des montagnes parce que cette femme est extraordinaire. C'est un ange sur la terre. Elle peut être aussi un démon, hein, attention, elle me dit. Mais elle s'est donnée corps et âme. Elle est restée avec moi, comme elle le dit, pendant 9 mois, le temps d'une gestation. Et après, toutes les radios, toutes les télés s'étaient mises autour de ce projet. C'est un projet qui ne pourrait pas avoir lieu aujourd'hui. Il s'est passé tant de choses depuis. Mais les politiques étaient avec nous. Ensuite, j'ai rencontré la chaîne de l'Espoir avec Muriel. Et parce que Alain Deloche était un formidable chirurgien du cœur et qui avait une maladie terrible dans ce pays, qui était la maladie bleue, qui nécessitait... On opérait sous éther à l'époque. Et maintenant, il y a une grande salle de réveil. Il y a
Maintenant, il y a une maternité. Enfin, maintenant, l'hôpital fait plus de 30 000 mètres carrés. Et figurez-vous que tout le monde me pose la question, mais que devient l'hôpital avec le retour des talibans? Alors, moi, pour la petite histoire, pendant la construction de l'hôpital, j'étais quand même allée voir les talibans qui n'étaient plus au pouvoir. Et j'avais pu rencontrer, grâce à un copain irakien, j'ai pu rencontrer un des mollahs qui m'a reçu et qui, pour la première fois, me regardait dans les yeux. Et je lui ai dit, vous savez, votre pays est en pleine détresse, et surtout les enfants. Et nous allons construire la France, enfin en tous les cas. Pour l'instant, une équipe de privés français, nous allons construire votre hôpital. Mais il ne faut pas l'attaquer, parce qu'ils attaquaient, il y avait beaucoup d'attentats, etc., qui nous faisaient peur. Il ne m'a jamais dit oui, mais l'hôpital, je touche du bois, n'a jamais été attaqué. Et cette année-là, il y a quelques semaines, pas longtemps, les talibans sont arrivés dans l'hôpital et ça a fait peur à tout le monde. Parce qu'il y a encore des femmes qui travaillent. Les rares femmes qui travaillent sont encore dans cet hôpital. Et on ne perd. Un de mes copains est cette semaine, Julien Gaër, de Londres. Il est cette semaine avec une équipe en train d'opérer à cœur ouvert. Et les talibans voulaient, en quelque sorte, prendre un peu, mettre la main sur cet hôpital, le gérer. Et là, il y avait une fille formidable qui dirige l'hôpital de Kaboul, une Française qui s'appelle Sonia Cotin, qui était à l'hôpital depuis 4 ans. Elle vient de partir, malheureusement. Et elle leur a dit, mais enfin, réfléchissez, si cet hôpital n'existe plus, on ne peut plus soigner les enfants, on ne peut plus soigner les femmes, il n'y a plus de maternité, et c'est vous qui en serez les premiers responsables, et aussi, c'est vous qui en pâtirez. Et donc, ils ont laissé l'hôpital, les femmes travailler. Malheureusement, les jeunes femmes ne vont plus à l'école, et ça, c'est encore une autre histoire à traiter avec eux. Mais aujourd'hui, cet hôpital fonctionne. Il fonctionne toujours, et c'est un phare de la France dans ce pays, bien au-delà, dont Muriel et moi sommes très fiers. Eh ben, nous, on est fiers aussi de tout ce que vous faites et de ce livre Mes guerres, et fiers de vous avoir reçu. Je le recommande, ce livre, à celles et ceux qui nous écoutent, cette audition de l'Observatoire, parce que c'est un livre de courage et de passion. Merci d'avoir écrit, Marine Jacquemin. Merci Jacques. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.